Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière capsule de Juste après on fait quoi, avant notre pause estivale, avant l'été. On prendra ensuite à la rentrée. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Karen, qui est la directrice de l'innovation, de l'Open Innovation et de la RSE au sein des laboratoires Expanscience. Alors, peut-être juste quelques mots, parce que la majorité d'entre vous peut-être ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Christelle Benidek. Je dirige InnovRH, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises qui veulent vraiment mettre en place des démarches RSE et surtout s'intéresser aux questions de sens et d'engagement de leurs collaborateurs, notamment à travers la marque employeur et l'innovation managériale. Et aujourd'hui, j'ai comme copilote Audrey Arnaud, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Audrey Arnaud. Je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en copilote de ce live, c'est-à-dire que c'est moi qui vais faire remonter les questions que vous aurez à Karen. Donc pour poser vos questions, c'est très simple. Vous ouvrez la petite bulle que vous trouvez en haut à droite pour pouvoir chatter et remonter les questions au fur et à mesure. L'objectif, c'est de remonter vos questions, si possible, au fil de l'eau pour pouvoir alimenter les échanges avec vos questions. Et si du coup vous avez une question qui est un peu en décalage avec la thématique qu'on est en train d'aborder, je la garde au chaud et je la poserai au moment approprié ou en fin de réunion. Merci Audrey. Alors du coup, sans plus tarder, Karen, je vous invite à du coup à remettre votre caméra. Elle est mise. Bonjour, vous m'entendez? Super, c'est parfait. Du Ah, coup, est-ce que vous voyez ma caméra ou pas? ça Tout va à fait. arriver. Il y avait un C'est petit bon? décalage, mais c'est bon. Voilà. Alors du coup, Karen, est-ce que vous Bonjour pouvez à nous dire tous. en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites au sein des laboratoires? Oui, donc je dis bonjour à toutes, je crois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes présentes aujourd'hui. Écoutez, ravie d'être avec vous ce midi. Je suis donc, comme vous le disiez, Karen Lemasson, je suis directrice de la RSE et de l'Open Innovation pour les laboratoires et Expanscience. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît les laboratoires Expanscience, mais c'est un laboratoire français, familial, avec un actionnariat indépendant. C'est un laboratoire qui a plusieurs activités, qui a une activité autour de la santé de la peau, avec des produits comme la marque Mustela. Et puis aussi, on fabrique des actifs cosmétiques qu'on va mettre dans nos produits Mustela pour leur donner une activité ou que l'on vend à d'autres fabricants pharmaceutiques, cosmétiques. Et puis, on a aussi une expertise autour de l'arthrose, avec un portefeuille de médicaments. Et donc, comme je disais, on est un groupe français à taille moyenne. On est à peu près 1000 dans le monde. On a 16 filiales. Et puis, comme je le disais, notre centre de recherche et développement et d'innovation se situe en France, en Eure-et-Loire. Et l'actuel président est le fils d'un des fondateurs. Voilà. Alors, je vous raconterai peut-être un petit peu plus, selon ce que vous voulez savoir aujourd'hui, Audrey et Christelle, ce qu'on a fait autour de la démarche de RSE. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes on a été le premier labo pharmaceutique et dermocosmétique à être certifié Bicorp. J'en reparlerai peut-être un tout petit peu après, parce que souvent on me pose la question, qu'est-ce que c'est d'être Bicorp, qu'est-ce que ça signifie? Mais effectivement, en 2018, on a certifié toute notre entreprise avec ses filiales et toutes ses business units. Voilà. Merci Karen pour cette belle présentation. Alors effectivement, notre thématique aujourd'hui, elle est vraiment axée sur la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Et du coup, j'aimerais bien que dans un premier temps, vous me parliez de cette démarche entreprise au sein des laboratoires Expanscience. Et ma première question, ce serait à quel moment vous avez décidé de travailler sur ce sujet et puis surtout pour quelles raisons? Alors, comme je le disais, c'est une entreprise familiale. Donc, Jean-Paul Berthomé, c'est le président. Il a souhaité lancer une démarche de RSE en 2004.
À l'époque, Jacques Chirac avait fait un appel aux entreprises françaises pour signer le Pacte mondial des Nations Unies, qui en fait c'est un mouvement d'entreprises qui adhère volontairement à des principes autour de l'environnement, des droits de l'homme, du social. Et ça lui a complètement paru pertinent par rapport aux enjeux de l'époque et aux enjeux à venir. Et donc, il a engagé toute l'entreprise dans cette démarche. Bien sûr, avant, on avait une fondation, ce qui était singulier pour cette taille d'entreprise. On avait une fondation qui s'appelle la Fondation Mustela, qui date de 1982, qui déjà montrait la volonté de son père, d'ailleurs, d'aller vers plus de sociétal, de pas faire que du produit, mais d'être dans un engagement sociétal. Mais en 2004, c'est vraiment un engagement sur les actions propres de l'entreprise, c'est-à-dire pas que des actions sociétales, mais aussi des actions sur ses produits, ses services, etc. Donc ça, c'était la première brique, c'était de lancer l'entreprise dans cette démarche. Donc il a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies. On est toujours d'ailleurs signataire du Global Compact. Et puis suite à ça, c'était comment on structure cette démarche, on interroge nos parties prenantes, on se questionne par où on commence, comment on met des plans en place. Ça a été un gros travail interne, externe de collaboration et d'écoute aussi des parties prenantes diverses de l'entreprise pour pouvoir mettre en place des objectifs et des actions. Ça, c'était vraiment la première étape de la démarche. Ça allait aussi de pair avec un apprentissage de dialogue avec ses parties prenantes. Aujourd'hui, ça paraît presque spontané, presque évident. À l'époque, ça l'était beaucoup moins de se dire je vais aller rencontrer Greenpeace ou qui à l'époque écrivait sur les cosmétiques, sur les parabènes, etc. Je vais aller rencontrer d'autres associations ou des gens qui sont potentiellement intéressés ou impactés par mes produits et mon activité, et je vais les écouter et je vais voir comment finalement je peux y répondre. Est-ce que j'ai déjà pris en considération leurs attentes? Et cet exercice-là, ça nous a vraiment permis de nous ouvrir à l'extérieur en disant que c'était hyper important en fait d'anticiper et d'écouter notre écosystème externe. Et c'est même, je dirais, les premiers pas de notre maturité sur l'innovation ouverte. En fait, c'était vraiment cette ouverture en fait qui nous a beaucoup apporté dans cette démarche de RSE. Donc forcément, cette démarche, elle a été progressive, jalonnée de certification, d'engagement. On a effectivement eu un premier plan d'action avec des objectifs à 2015, puis un second qui va se finir bientôt à 2020. Voilà, des caps avec des gros chantiers pour l'entreprise. Et puis des certifications externes, parce qu'il nous semblait important, et toujours d'ailleurs, je pense, on peut dire regardez ce que j'essaie de faire et sur quoi j'ai progressé, ce que j'ai envie de faire, mais on n'est pas toujours complètement audible ou crédible. Et donc le fait d'avoir une évaluation externe, un tiers, j'allais dire de confiance, indépendant, qui évalue votre démarche ou vos actions, ça permet de challenger les équipes, de nous faire progresser et aussi d'avoir une certaine, légitimité en fait. Et donc ça, vous le voyez là dans cette slide qui montre différents jalons de ces 16 ans d'engagement à date. C'était avec cette volonté d'aller se faire certifier, se faire challenger pour progresser. Je prends pour exemple, on parle de la charte l'Union des annonceurs aujourd'hui qui s'appelle l'Union des marques et qui maintenant son engagement s'appelle FAIR. C'était vraiment de se dire c'est quoi, à l'époque il y avait beaucoup de greenwash en général dans les communications. Et c'était de dire nous comment on peut progresser dans notre manière de communiquer sur ces enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Et donc on a voulu dès 2009, il y a 11 ans, s'inscrire en signant une charte de communication responsable et en formant tous nos communicants. Et puis voilà, petit à petit, on a voulu faire évaluer, on est devenu membre de l'Union pour le biocommerce éthique. On a voulu que nos sourcings végétales, qui est très important, que ce soit pour notre activité pharmaceutique ou dermocosmétique, on utilise beaucoup de végétal. Et donc, c'était important de progresser et de s'assurer qu'on le fait dans une démarche équitable, j'allais dire, et qui respecte la biodiversité. Donc, c'est tous ces enjeux-là, petit à petit, et ces politiques qu'on faisait évaluer. Et puis forcément, on a aussi éprouvé le besoin de se faire évaluer au niveau global, donc sur toutes nos actions.
Et donc, depuis 2013, on est régulièrement réévalué au niveau exemplaire qu'on a maintenu en fin d'année dernière sur ce qu'on appelle le label engagé RSE. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas parce que là, je vais vous parler de différents labels, différentes évaluations. Je rentre pas dans tous, mais s'il y a certains qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à le poser par le chat. Donc, ce label, il est vraiment sur toute la démarche, un audit pour voir si on manage vraiment la RSE et si on a des résultats et si on forme les gens et si on les implique, etc. Le label, on a, comme je vous l'ai dit, en 2018, on en est très fiers, on est devenu une Bicorp. Alors, plein de gens me demandent, je devance la question, mais pourquoi Bicorp? Vous êtes déjà label engagé RSE. On venait aussi de se faire évaluer EcoCert Gold, EcoVadis Gold. Donc, ça faisait beaucoup d'évaluations corporate. En fait, pour moi, Bicorp, c'est un tout petit peu différent parce que c'est adhérer à un mouvement d'entreprises qui veulent peut-être pas être les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. C'est un peu le slogan. C'est une communauté d'entreprises qui s'engage, qui prend des engagements communs. On en parlera plus tard. Et pour nous, cette notion de je passe d'une RSE bonne élève, si je peux l'exprimer ainsi, où on essaie toujours de faire un peu moins mal à l'environnement, de toujours créer de la valeur pour les gens et évidemment pour les consommateurs et toutes nos parties prenantes, pour ramener une better living, une qualité de vie à nos parties prenantes. On s'est dit ça suffit pas, il faut qu'on aille vers cette notion d'entreprise à mission, d'entreprise qui va essayer de faire pas moins mal, mais qui va essayer de réparer ou amener du positif à chaque fois qu'on lance des actions. Donc ça, c'est une tendance, évidemment, on n'est pas parfait, loin de là, mais s'inscrire dans cette dynamique de RSE créatrice de valeur et d'innovation et d'amener des nouvelles offres et services, j'espère, demain. Voilà, c'était un peu notre état d'esprit sur la démarche. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes aussi une Bicorp. D'accord. Alors, je me souviens lorsqu'on avait rapidement échangé, vous aviez utilisé une métaphore que j'aimais beaucoup, qui était la maison à restaurer, pour vraiment expliquer qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile en fait de partir d'une entreprise. En l'occurrence, vous êtes une entreprise déjà en 1950, donc avec un passif très important, familial, enfin voilà. Et comment en fait on arrive à évoluer et en plus à embarquer toutes ces parties prenantes autour de la rénovation de la maison. Oui, j'en profite pour poser la question de Siane, qui dit justement quelle a été la réaction de ses partenaires, comme Greenpeace, lorsque vous les avez approchés. Donc, ça rejoint la question de Christelle pour dire, voilà, quand on a cette démarche-là un peu proactive, comment ça réagit en face? Donc là, dans l'ordre, pour Siane, effectivement, quand je parlais de Cosmetox et Greenpeace, c'était vraiment tout au début. Moi, j'étais pas chez Expansion d'ailleurs encore, mais je sais que c'était une des premières fois où on avait ce dialogue avec des associations ou une ONG. Et effectivement, il y avait un petit peu de crainte de dire comment ça va se passer. Oui, un petit peu craintif, surtout les labos, je pense, dermocosmétiques et pharmaceutiques, culture du secret, du secret des brevets, des secrets, etc. Donc, je pense que ça nous a challengé au début de se dire, on va discuter, on va écouter, on va voir peut-être que finalement, c'est juste, on répond déjà aux attentes. Et si c'est pas le cas, eh bien, on va voir comment nous, on peut l'intégrer, parce que de toute façon, c'est important. Donc, oui, il y avait une petite crainte au début, je pense, de les rencontrer. Et quand je vois le chemin parcouru, je pense que aujourd'hui, c'est pas un sujet de pouvoir parler avec l'externe quand l'externe le souhaite. Hein. Certaines ONG ou certaines associations ne souhaitent pas converser avec des entreprises ou des marques ou des labos. Soit, enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est très clair, mais quand on peut dialoguer, co-construire, etc. pour progresser, c'est très fort. Donc, ça fait un peu peur au début, mais ça amène vraiment, ça nous challenge et c'est positif. Voilà, c'est pour répondre à Siane. La seconde question, c'était comment la maison qu'on répare. C'est vrai que j'aime bien dire ça parce que j'aime bien la culture du changement et que finalement, c'est presque plus difficile de restaurer une maison que de partir de zéro et de faire une maison à énergie positive. Si je prends mais avoir une belle vieille maison avec plein de charme et de garder ses racines mais de la faire évoluer dans son époque en l'isolant.
c'est un peu plus compliqué. Parfois, ça peut être même coûteux, mais c'est extrêmement, je trouve, intéressant. Donc, moi, je suis pas très fan de dire on a toujours eu la RSE dans notre ADN. Ça, je n'y crois pas du tout. Cette phrase-là, je la bannis. Je pense qu'on sait pourquoi on fait de la RSE, que c'est quelque chose qui se cultive, qui se construit, qui est en amélioration continue tout le temps, parce que sinon, on communiquerait jamais, parce qu'on n'est jamais parfait sur rien. Donc, il faut avoir cette humilité aussi. Je pense que tout le monde est assez mûr pour entendre qu'on n'est tous pas parfaits, qu'on essaie de progresser. Et en revanche, dire qu'il y avait des valeurs d'entreprise, je vous ai parlé de la Fondation Mustela, de l'engagement sincère du président. Ça, je pense que ça a toujours été là et ça a résonné. Et que ça, c'est vraiment une condition pour pouvoir avancer dans une démarche de RSE. Je voyais une question qui disait comment vous faites pour embarquer tout le monde et pour garder la motivation des uns et des autres. Je pense que ce sens, que ce soit porté au plus haut de l'entreprise avec une sincérité chevillée au corps, c'est hyper important quand même. Donc ça, c'est important d'avoir le haut de l'entreprise, j'allais dire, qui est très engagé. Après, il faut aussi continuer à donner la possibilité aux gens de porter cette démarche, c'est certain, d'être acteur en fait de la démarche. Et vous n'aurez jamais 100% des personnes qui ont envie de changer le monde demain et de se challenger sur ces pratiques et de faire différemment et pourquoi. Et bien, il y aura toujours des gens qui diront et pourquoi pas. Et c'est sur les pourquoi pas qu'il faut miser beaucoup. Alors, j'ai bien compris que vous avez différents galons depuis 2015. Aujourd'hui, vous rentrez dans un troisième cycle, on va dire, d'engagement. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire du coup, concrètement ces engagements? Alors, on est en train de construire un troisième cycle. Pour être très concrète, on a dans notre démarche de RSE, je vous l'ai dit, c'est aussi très important, c'est d'avoir un cap, donner du sens, avoir un cap. Et le cap, c'est de se donner quand même des objectifs, de dire on va sur la Lune, des objectifs peut-être parfois fous, peut-être que certains n'y arrivent pas, mais au moins ça pousse à réfléchir différemment en parlant de changement. Donc, on a eu un nouveau cycle d'objectifs RSE corporate. Nous, notre démarche, c'est pas que sur le packaging ou que sur le sourcing, c'est vraiment tous les domaines, RH, usine. Donc, c'est vraiment très transverse. C'était un parti pris dès le début d'avoir une démarche corporate. Et donc, on avait ce nouveau cycle d'engagement, mais qui s'achève en fin d'année, qui s'appelle le Better Living Programme. Donc, Better Living Programme, parce que justement, notre mission, c'était d'apporter une qualité de vie via les produits, évidemment, qu'on offre autour des bébés, des gens qui souffrent d'arthrose, mais aussi nos parties prenantes et de nos salariés. Et donc, à la fin d'année, on finit ainsi. Il y avait 31 objectifs. Certains, on les aura réussis, d'autres moins. Oui, ils s'affichent ici. Mais c'était des objectifs qui drivaient tous nos métiers, c'est-à-dire l'innovation, quel type d'inno on veut à horizon 2020, on l'a pris il y a 6 ans, comment on veut travailler avec nos communautés externes, comment on veut impliquer, rendre nos collaborateurs acteurs, j'y reviendrai peut-être, ça répond à une des questions, mais c'est fondamental. Et comment, in fine, on prend soin de nos clients et de leur environnement au sens large du terme. En offrant des produits éco-conçus, mais aussi des services potentiellement, et en repensant nos produits. Donc, derrière, il y a 31 objectifs d'éco-conception, de sourcing responsable, de qualité de vie au travail, et j'en passe, je ne vais pas vous faire tout le catalogue. Ce cycle s'achève. Et effectivement, c'est un peu trop tôt pour que je vous en parle aujourd'hui, on en reparlera un jour, mais on est en train de travailler fortement sur une nouvelle ambition. Et là, c'est à horizon 2030, voire 2040. On voit qu'on change de paradigme là. En parlant d'entreprise à mission, comment on peut amener du plus, et c'est vraiment ce qui nous drive là cette année. On travaille d'arrache-pied de manière collaborative pour pouvoir avoir de nouveaux objectifs. D'accord. Alors peut-être pour que ça parle encore plus à nos auditeurs, ce que je vous propose, Karen, c'est de rentrer sur un exemple concret en fait, typiquement d'éco-conception. Oui. Et que vous puissiez nous détailler effectivement vos sources d'approvisionnement, la démarche 4R, etc. Oui, bien sûr. Audrey, si tu peux nous mettre la slide qui peut inspirer Karen là-dessus. Non, c'était en fait, je vous avais partagé une slide sur déjà la partie active cosmétique. Je vous l'ai dit, on a 3 business units, mais si on veut illustrer très concrètement ce que ça veut dire d'imprégner finalement la RSE dans tous les métiers et dans les produits. Notre activité en B2B, notre savoir-faire finalement sur la transformation du végétal et du vivant, c'est un vrai savoir-faire.
Et il sert à la fois pour notre principal médicament autour de l'arthrose ou pour nos produits Mustela ou pour nos actifs cosmétiques en B2B, comme je vous disais. Et donc, sur ces actifs cosmétiques, je crois que c'était la slide précédente, où je mettais un petit champion qui levait les mains en disant 64% encore avant du catalogue des actifs cosmétiques provient d'upcycling. Et ça, je trouve ça super parce que on va travailler sur notre sourcing responsable. On a dit qu'on était membre de l'Union pour le biocommerce éthique. On est allé plus loin. On s'est dit, est-ce que nous, on peut donner de la valeur à des coproduits végétaux qui ne seraient pas soit jetés, des feuilles, des tiges, des racines, des noyaux, des graines, des choses finalement qui pourraient être des déchets végétaux. Et nous, est-ce qu'on peut leur donner une valeur, les travailler pour leur donner une valeur et une activité dans les produits cosmétiques? Et donc ça, c'est une marque de fabrique dans le sens où 64% du catalogue d'actifs cosmétiques qu'on propose à d'autres entreprises ou qu'on met dans nos propres produits Mustela proviennent d'upcycling. Et évidemment, la slide après, qui est un peu technique, mais c'était pour dire, c'est aussi important d'avoir des analyses d'impact sur chacun des actifs cosmétiques qu'on va proposer. On va mesurer, alors c'est presque le principe d'une ACV, j'allais dire, les impacts sur tout le cycle de vie de l'actif cosmétique, qu'il soit social ou environnemental. Et ça, on le fait depuis 2012 maison. Et puis, on a rejoint un groupement, parce qu'à plusieurs, on est quand même toujours plus fort, d'autres fabricants d'actifs cosmétiques. Et on s'est dit, et si on établissait un référentiel, une grille qui soit auditable, et ça s'appelle ERI 360, Eco Design Responsible Ingredients, et pour lequel on a certifié 11 de nos 19 actifs, me semble-t-il, de mémoire. De manière à être encore plus, quand je parlais d'audit externe, pertinent en fait sur cette évaluation. Donc s'évaluer, c'est important aussi, évaluer son impact pour pouvoir progresser. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour la partie actif. Et pour la partie Mustela, si on veut rentrer dans le concret de l'éco-conception, ça veut dire qu'on a travaillé avec tous les métiers, mais depuis au moins 2010. 2007 pour le packaging, pour vraiment travailler sur, vous voyez, j'ai tourné autour du produit, mais travailler sur le sourcing, membre de l'Union pour le biocommerce éthique sur nos propres actifs maison, mais sur ce que l'on achète, il y a toute une politique d'achat responsable mise en place, donc qui est long, qui demande à accompagner nos fournisseurs. On va travailler donc sur notre sourcing, on va travailler sur ce qu'on met dans nos produits. Forcément, il y a de plus en plus d'attentes de naturalité, mais la naturalité n'est pas toujours source d'écologie, synonyme, d'écologie. Donc, de voir quel type de naturalité on veut, qui soit pas non plus, qui donne pas d'allergie. Enfin, c'est tout un travail sur la substitution des ingrédients ou un travail sur l'augmentation. Je crois qu'on a augmenté de 10 points de la naturalité dans nos produits cosmétiques en 10 ans. Donc voilà, mais pas un accord prix. Je parlais de sourcing responsable. Évidemment, on travaille sur notre usine. Depuis 2018, on a eu ce levier aussi d'acheter en compensation de l'électricité verte pour toute l'usine. Et puis, bien sûr, sur les piliers gaz, électricité, eau, évidemment, on a des objectifs à 2020. Alors, on les atteindra peut-être pas tous, parce que c'était très drastique, très ambitieux, j'allais dire, mais de diminuer pour 100 unités produites nos consommations de gaz, d'énergie, etc. Et voilà, je ne vais pas détailler tout, mais c'est pour montrer que tout au long de la vie du produit, parfois c'est pas visible par les parties prenantes, ni les consommateurs, le fardelage des produits, l'encaissement, le transport, mais on doit travailler aussi sur ce qui n'est pas visible, parce que tout n'est pas une question de visibilité, mais vraiment d'impact. Donc on a travaillé tout au long de la vie du produit, jusqu'avec nos entrepôts, notre transport et la fin de vie du produit, parce que les gens sont aussi acteurs et nos consommateurs aussi. Donc, si on leur donne des produits recyclables, alors on leur demande de faire le dernier geste, sinon tout ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Et donc, travailler aussi sur la biodégradabilité des formules avec les méthodes OCDE 300F et 302B pour les connaisseurs. Et voilà, et la recyclabilité, etc. Donc, tout au long du produit, il faut améliorer toujours son impact. Alors, je vais revenir du coup sur les 4 R et sur cette slide qui est magnifique pour moi. Alors, juste un petit mot qui est très personnel, mais j'ai grandi avec Mustela et mes filles aussi ont grandi avec Mustela, donc c'est forcément une marque qui me tient très très à cœur. Et sur cette slide, on voit comment en fait les laboratoires expansion sont complètement fait évoluer leurs produits parce que
Audrey, tu peux la remettre, on avait vraiment un packaging qui était très identifié enfin, plus que dans l'imaginaire des consommateurs, hein, vu que c'était comme ça. Et on voit aujourd'hui comment vous avez tout réussi à optimiser pour être dans cette démarche des 4 R. Alors, on peut encore progresser, hein, c'est certain, mais c'est vrai que depuis 2007, le service PAC a énormément travaillé. Parfois, c'est pas du tout visible. Vous savez, c'est la cure de minceur du flacon emblématique Mustela. On le voit pas, mais il a beaucoup maigri. C'est de rendre tous nos flacons recyclables sur les critères du marché français, sur d'autres critères de recyclabilité du marché français, et évidemment dans bien d'autres pays où le recyclage est de mise. C'est intégrer, on parle beaucoup du sujet du plastique hein, en ce moment, depuis 2-3 ans. Et c'est aussi intégrer du recyclé dans nos tubes. Ça fait des années qu'on intègre du plastique recyclé food contact, c'est-à-dire contact alimentaire dans tous nos tubes sur la peau sèche et la gamme peau normale. Alors pas à 100% pour des rendus, mais en moyenne, je crois que c'est 41%. Je voudrais pas dire d'ânerie, en moyenne dans les tubes recyclés. Mais ça, on le fait depuis 2010 ou 11, donc une dizaine d'années. C'est de réduire, je vous l'ai dit, déjà réduire nos emballages, réduire les suremballages, ça se voit pas, mais le fardelage des produits, c'est les rendre recyclables, c'est utiliser donc du plastique vierge quand on le peut. Et puis, c'est repenser le produit. Et repenser le produit, là, je vous ai mis un avant-après qui est visible. Parfois, ça se voit pas, mais c'est un gros impact environnemental. Là, on a réduit de 27% le poids de l'emballage. Bon, voilà, ça paraît évident de se dire, mais oui, pourquoi il est tous vide, etc. Mais voilà, c'est juste un exemple d'avant-après. Mais on va encore plus loin. Par exemple, on vient de sortir une gamme bio, certifiée bio, et puis qui est végane, et qui intègre, qui utilise du bioplastique, donc du plastique d'origine végétale. Ça reste du plastique. Donc on essaie toujours de progresser sur nos matériaux et sur cette politique des 4 R. Et en parlant de repenser, là, on vient de lancer et d'aller plus loin. Parce que voilà, on s'est engagé à une neutralité carbone avec d'autres bicorps, quand je sais qu'il y a un mouvement lors de la COP 25. Pour la marque Mustela, on souhaite à contribuer à une neutralité carbone à 2030, donc 20 ans avant les accords de Paris. Et donc, évidemment, toute action qui réduit l'impact CO2 de nos packaging notamment va être entreprise. Et là, on vient de lancer une expérimentation dans une pharmacie avec du vrac et de la consigne. Voilà. Oui, ça, c'était l'exemple de ces packaging et effectivement je sais pas s'il y a voilà, j'avais mis les premiers pas parce que c'est vraiment des premiers pas, on expérimente, c'est de l'open innovation hein, vraiment, de l'innovation voilà à petite échelle où on se dit et si on n'avait plus de plastique ou alors si on avait une circularité dans notre offre. C'est pas simple, hein. Vous imaginez, on a des usines, etc. Donc on le teste, on regarde, on vient de lancer une offre dans un premier temps qui répondait vraiment à l'urgence aussi aux besoins des parents, en empathie, j'allais dire, des besoins qui étaient autour de l'hygiène. Donc il y a du gel hydroalcoolique, puisqu'on était en plein Covid là quand on le lance, et du gel lavant pour laver le corps, les mains, bio. Et donc on a une bouteille en verre qui s'appelle Revient et donc qui est consignée et que les personnes peuvent re-remplir, enfin pas re-remplir, ramener et ensuite prendre une nouvelle consigne. Donc c'est un test. On veut voir comment réagissent les personnes, avoir des feedbacks aussi d'utilisation, voir ce qu'on peut améliorer, etc. Donc c'est nos premiers pas, mais vraiment cette réflexion sur de la circularité, elle est, je pense, très importante. Alors, en parlant de circularité, justement, Karen, il y a Anne-Laure qui demande comment les projets législatifs, comme le fait de bannir les emballages plastiques à usage unique, la loi Pacte et voilà, sur tous ces sujets-là, réutilisation, consigne, recyclée, influencent votre démarche RSE globale. Donc, on voit qu'il y a déjà cette notion de consigne que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que c'est lié à cette loi ou c'était plus proactif de votre part?
Alors non, 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 parce qu'avant de lancer cette expérimentation, il faut quelques mois, hein, je vous Ouais. le cache pas. Donc non, non, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout en réaction. Il s'avère que ça va dans ce sens de tester des nouveaux usages, des nouvelles formes. Et je pense qu'on sera amené, évidemment, d'ici à 2040, à revoir nos packaging, à voir différents matériaux, différents usages. Ce n'est que le début de beaucoup d'innovations, je pense, pour le secteur. Et non, c'était pas en réaction. Et alors, il y a Siane qui demande comment réagissent vos clients ou vos nouveaux clients par rapport à cette démarche. Donc, la question, je pense, peut porter sur la consigne, mais plus globalement sur toute cette démarche d'éco-conception et des 4 R. Pardon, j'ai pas compris. Je vous disais comment réagissent vos clients ou nouveaux clients par rapport à toute cette démarche d'éco-conception, des 4 R et de la consigne. Absolument. Alors, la démarche d'éco-conception, comme je le disais, elle a 10 ans, hein. Mm. Parfois, ce n'était pas perçu, pour être complètement transparente. Le nombre, enfin j'imagine, parce que le nombre de personnes, quand ils ouvraient un petit peu la porte ou qui venaient voir notre usine ou qui nous challengeaient sur la RSE ou qui nous questionnaient tout simplement, qui découvraient ce qu'il y a derrière la mariée, derrière Mustela, il n'y a pas une personne ou même des groupes de parties prenantes qui nous disaient, bah, écoutez, si on a une suggestion, c'est communiquer. Ce qui est quand même un peu paradoxal pour un groupe de parties prenantes. Mais c'est vrai, en fait, c'est assez bavard une démarche de RSE. Si on veut pas être si on veut pas survoler le sujet, il faut donner des preuves et donc c'est long, ça se dit pas sur un pack. Alors nous, je m'entends en écho, par contre, je sais pas qui. Non, nous, c'est Hop, bon. d'accord. Donc, effectivement, c'est bavard. Le digital va nous permettre d'accélérer un petit peu cette information et être plus précis pour les gens qui s'intéressent. Mais c'est vrai que sur un packaging, on ne le voyait pas, tout ce travail. Et quand vous allez en pharmacie, le pharmacien a certainement beaucoup d'autres choses à faire que de venir vous expliquer toute notre démarche de RSE derrière un packaging ou des ingrédients ou la formulation, etc. Donc, gros travail pour nous de progrès, pour communiquer mieux et plus sur ces sujets. Donc, et puis, quand les gens le découvrent, eh bien, ils sont contents, enfin, ils réagissent positivement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On Alors, je vais imagine que ça répond effectivement à des attentes actuellement. Et il y avait une dernière. Alors, il y a Nathalie qui dit initiative très intéressante pour la partie consigne. Je pense que ça ouvre de nouvelles perspectives. Et puis, il y a Sophie qui demande si vous faites encore des lingettes bébés. Eh oui, et oui, oui, bien entendu, que vous avez raison de la poser, hein. Lingette, oui, il y a plus écologique, hein, je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur c'est pareil, c'est pas visible sur l'éco-conception de nos lingettes. Néanmoins, ça reste une lingette qui est jetable in fine. Alors après, on peut challenger, est-ce que c'est plus impactant si on en prend une, qu'on la jette au bon endroit et surtout pas dans les toilettes, et que plutôt qu'un coton, et on peut mesurer, mais néanmoins, c'est des pistes de progrès. C'est indéniable. Pour nous, on y travaille sans rentrer dans des sujets un peu confidentiels, mais c'était une évidence. Pour nous, c'est des challenges, on en est bien conscient. On est conscient aussi qu'il y a quand même une énorme aussi demande des consommateurs, donc il y a une éducation, enfin une éducation. Moi, j'éduque personne, hein, ça c'est clair, mais je pense qu'il y aura aussi, ça s'accompagne aussi, je le souhaite, d'évolution des modes de consommation. Le vrac, on en parlait, en fait partie. Ça s'accompagne aussi de gestes plus vers des zéro déchet. Et donc, évidemment, ça nous préoccupe et on espère progresser là-dessus, évidemment. Alors, on a beaucoup parlé de communication vers l'extérieur, hein, parce que bien sûr, c'est inévitable pour bien faire connaître votre démarche à vos clients. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on vous nous racontiez un peu comment on fait pour mobiliser en interne, en fait. Comment vous embarquez vos collaborateurs dans cette démarche? C'était une question aussi tout à l'heure de dire comment les garde motivés. Comment on fait Comment on fait bah, ce que je disais, pour moi, les choses, la RSE, ça a quand même la grande vertu d'être un porteur de sens génial. Enfin, moi, beaucoup de personnes qui viennent travailler chez Expansion ou qui partent de chez Expansion
enfin, après, elle me dit, bah, moi, il faut que je recherche une entreprise engagée. Enfin, ça me paraît, ça amène du sens. Ça ne fait pas tout, mais ça nous rend utiles, nous aussi, et travailler sur des produits ou des services autour de la santé, c'est quand même une énorme chance. La santé, le bien-être, on n'est pas quand même dans le. Enfin, on a quand même une utilité sur les peaux qui ont de l'eczéma ou sur des médicaments dont je parlais, et de se dire qu'est-ce qu'on peut innover, qu'est-ce qu'on peut amener pour améliorer le quotidien des gens, leur permettre d'avoir un bien-être, mais aussi celui de la planète, parce que c'est encore interconnecté. Et là, penser qu'on n'est pas connecté, dépendant des ressources naturelles et de la planète, et que notre santé n'est pas dépendante de la planète, je pense que c'est de la folie de penser différemment. Donc, aujourd'hui, soigner des gens, prendre soin des gens, être dans le bien-être, c'est aussi protéger l'environnement et la planète dans lequel on vit. C'est interconnecté. Une fois qu'on aura retrouvé notre place de membre de la planète, ce sera quand même une super piste d'innovation et de motivation. Et donc, pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, se dire qu'ils peuvent être utiles, contribuer et les rendre acteurs d'eux. Donc, je vous parlais de sens et rendre les gens acteurs, j'y crois beaucoup. C'est pas pour rien que je suis en charge de l'open innovation. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, il n'y a pas que le marketing ou la DRH ou un tel qui ont des expertises, certes, mais plein de gens ont des idées et plein de gens ont des suggestions et envie de porter des choses. Et donc, créer cette culture où les gens peuvent être amener une prise d'initiative, proposer des choses et sont responsables, c'est-à-dire une responsabilisation des personnes sur leur métier et sur leurs actions, je trouve que c'est important pour garder un peu le cap et l'énergie. Troisième point, on parlait de sens, donc on parlait d'engagement des gens et de les rendre acteurs. C'est illusoire de penser que quand on démarre, parce qu'on me la pose souvent cette question, quand on démarre une démarche de RSE, on va embarquer tout le monde. Moi, je croyais ça, mais non, pas du tout. C'est faux. On n'embarque pas tout le monde, un peu plus aujourd'hui, mais il y a toujours le groupe des gens qui disent pourquoi pas, qui ont envie de faire différemment, qui ont envie de prendre sur leur temps, de se challenger, de casser les routines et d'être toujours dans ce questionnement. Et c'est sur ces gens-là qu'il faut s'appuyer parce que déjà ils nous donnent de l'énergie et puis ils amènent cette dynamique. Donc tout seul on n'y arrive pas, ça sert à rien. C'est une politique de changement et il faut donner du sens, donner un cap et laisser après les gens le pouvoir d'agir sur leur partie ou même la partie des autres pour progresser. Être vraiment dans la responsabilisation. Alors après, il y a la communication, etc., etc. Et quand vous dites les rendre acteurs, ça passe notamment à travers la démarche Open Innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, ça passe notamment via la démarche Open Innovation, mais ça peut être aussi sur de la conduite du changement, sur de la gestion de projet, sur des outils communs, sur une culture commune, sur du management. Donc, il n'y a pas que l'Open Innovation. Moi, l'Open Innovation, quand on l'a lancé, c'était justement cette conviction que justement dialoguer avec l'externe, parfois ça fait mal, parfois ça fait pas mal, mais ça fait progresser quoi qu'il arrive. Et que pour aller plus vite ou pour répondre plus facilement, j'allais dire, aux enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, Dieu sait s'ils vont être grands. Je ne parle pas de l'enjeu Covid ni de l'enjeu économique à venir, mais je parle de la crise climatique. C'est pas une crise, pardon, du changement, parce qu'il n'y aura pas de début et de fin, du changement climatique. Il va falloir travailler différemment. Et il va falloir vraiment couper les paradigmes, casser les paradigmes. Je ne sais pas encore complètement comment et voilà, mais on est obligé de faire différemment. Et pour faire différemment, il faut travailler aussi différemment. Et moi, je dis souvent il y a 20-30 ans, on avait fait du management très pyramidal avec du silo, chacun avec son expertise, parce qu'on savait sur les 5 prochaines années à peu près ce qu'on allait sortir comme produit, comme service, etc. Donc, il fallait être très efficient, très efficace et chacun a son expertise. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est votre concurrent de demain. Hein, je ne vais pas refaire l'affront de l'accord hôtel et puis Airbnb. Ça peut être une application. Je ne sais pas, vous voyez bien ce qui vient de se passer. Tout peut être chamboulé très, très rapidement. Donc, l'enjeu pour les entreprises, c'est de garder je déteste ce mot, mais une agilité, là, pour le coup, on peut l'employer, pour s'adapter très, très vite à un environnement complètement incertain. Et moi, je ne sais pas anxiogène pour moi, mais ça peut l'être. Mais comment je m'adapte très vite à un environnement incertain? Et pour réussir ça, c'est hors de question de prendre nos organisations de l'après-guerre.
ça ne répond plus à cette réalité-là. Il faut aller plus vite. Et donc, repenser les méthodes d'innovation, repenser des méthodes de travail, ça fait partie des enjeux que l'on porte avec l'Open Innovation, qui permet de travailler différemment, qui permet d'aller accélérer des cycles d'innovation ou arrêter plus vite des projets, ou qui permet d'aller avec l'extérieur, des startups, d'autres acteurs, innover ou mettre sur le marché des solutions plus vertueuses que si nous avions dû le faire tout seul, cette brique-là, on aurait mis 3, 4, 5 ans de plus pour le faire. Donc, je pense que l'ère de la collaboration externe et interne est arrivée. Je dis pas que les concurrents devront collaborer, je pense que oui, mais c'est vrai qu'on a tous été élevés dans des, et moi la première, hein, dans des systèmes de compétition et de concurrence. Néanmoins, via le Covid, on a vu que les gens se mettaient à travailler ensemble parce que l'ennemi, c'était le Covid. Et que finalement, on devait tous travailler plus vite, tous ensemble, pour délivrer des choses positives pour les gens. Donc, je suis assez Karen, optimiste là-dessus. il y a une question justement de Siane sur cette notion d'interne-externe qui demande, avez-vous été approché par d'autres industries dermocosmétiques, pharmaceutiques pour s'inspirer de votre démarche, justement, en parlant de collaboration et de concurrence? Alors, collaboration, on n'y est pas encore. J'avoue que j'ai pas encore mené, je le ferai peut-être, sur de la collaboration en tant que telle avec d'autres labos ou d'autres acteurs. Échange de bonnes pratiques, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et à l'inverse, nous, on échange avec des gens qui nous inspirent. Enfin, je veux dire, quand le temps nous le permet, bien sûr qu'on a eu des visites de labos, mais pas que de labos, d'autres secteurs, hein. Si on peut partager des bonnes pratiques, on le fait. Et à l'inverse, moi, ça m'est arrivé de consulter d'autres entreprises pour savoir comment ils avaient fait tel ou tel, comment ils avaient porté tel ou tel sujet. Oui, bien sûr. Et alors, il y a Rania qui demande dans cette logique d'open innovation aussi, est-ce que vous réfléchissez également à des modèles économiques alternatifs, à des usages différents, etc., via cette open innovation? Alors, alors après, je me contredis en une phrase, mais il y a des choses que je ne peux pas encore révéler forcément. Dire que notre open innovation, c'est le bras armé pour aller plus vite sur notre stratégie d'entreprise. Or, la stratégie d'entreprise, c'est une bicorp. Donc, on n'envisage pas une innovation qui n'aille pas dans ces principes-là. D'accord? Et donc, l'open innovation, c'est pour aller sur de l'usage ou tester des choses plus rapidement, même si c'est à petite échelle, voir comment on peut, bah oui, on le voit sur le vrac, mais ça pourrait être dans d'autres domaines, comment on peut aller plus vite et aller avec d'autres qui ont la brique technologique, je le disais, si c'est un usage différent pour nous faire progresser. Donc, je suis désolée, je ne suis pas concrète dans la réponse, mais en fait, la réponse, c'est oui. Mais après, qu'est-ce qu'on entend derrière modèle économique alternatif, c'est autre chose. Voilà. Donc, on vous réinterviewera dans quelques années pour avoir les exemples. Alors, on arrive dans notre dernier quart d'heure de webinaire. Et du coup, souvent, on demande à notre interlocuteur comment il voit, du coup, quelle est sa vision post-crise, post-confinement. Qu'est-ce que vous nous diriez, Karen, là-dessus? La boule de cristal ou la liste au Père Noël? Je vais peut-être faire la liste au Père Noël alors. En fait, post-confinement, moi j'ai une crainte, c'est qu'on reprenne vite nos vieilles habitudes. Alors là, c'est pas très positif ce que je dis. J'ai l'impression que les personnes ont quand même, enfin là on parle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans le monde et qui continuent à souffrir de cette crise et qui amènera forcément un impact économique et social important. Donc l'enjeu social et économique reste important, je pense. Moi, j'appelle vraiment de mes vœux que toute aide gouvernementale, de redressement, etc., soit liée à des conditions de prise en compte environnementale, voire sociale. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait ce soutien politique. Et de même pour les entreprises, on sait qu'il y a hier il y a eu des propositions qui ont été acceptées. On verra après comment ça se concrétise, mais de nous aider entreprises à pouvoir faire mieux en restant quand même dans le match, en ayant quand même une pérennité économique,
parce que c'est quand même aussi une pérennité sociale dans ce cas. Rentrer dans un système d'après, j'aimerais beaucoup. Alors, je ne demande pas aux autres de le faire, je dis juste que ce serait bien que ce soit en cohérence. Ça ne veut pas dire que nous, on ne va rien faire. Et je vous en ai parlé, donc on essaie de progresser, mais avoir un petit coup de pouce. Et puis plus globalement, pardon, que notre activité, avoir un soutien à une économie alternative ou différente, je le souhaite vraiment. Et on a vu qu'il y a des solidarités qui se sont créées, j'en parlais tout à l'heure, mais j'y crois vraiment. Il y avait des solidarités, puis parfois il n'y a pas eu de solidarité sur certains sujets comme les masques ou autres. Il y a eu l'homme est paradoxal, mais j'espère vraiment qu'on arrivera à créer des coalitions ou des partenariats ou pour aller plus vite et pour répondre plus vite à ces enjeux sociétaux qui est l'énorme vague qui arrive. Et si on la prépare pas, on va la prendre vraiment en direct, on va le dire comme ça. Donc voilà ce que je dirais sur le post-Covid. Et puis des modes de consommation peut-être différents pour certains aussi. Alors Karen, vous parliez tout à l'heure du fait il y a le fait que les entreprises doivent prendre ce virage du sociétal, de l'impact environnemental, et tout en préservant évidemment leur performance économique, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Du coup, il y a deux questions que je vais regrouper, une de Nathalie et une de Anne. Nathalie qui demande si cette démarche que vous menez du coup depuis plusieurs années à transformer votre business model de l'entreprise et sa culture. Alors, c'est deux notions différentes entre le modèle économique et le côté culture, qui rejoint peut-être plus toute la démarche interne que vous aviez, et vous parliez vous-même de culture du secret. Donc, voilà, est-ce que ça a changé un petit peu tout ça? Et Anne, effectivement, demandait bravo, elle disait bravo pour cette démarche engagée. Est-ce que cela se traduit par de la performance économique? Merci pour pour le bravo. Alors, performance économique, c'est toujours une question. Alors là, j'entends, hein, c'est pas la question classique de combien ça coûte que j'entends, mais depuis à peu près 20 ans. Et à chaque fois, je réponds, bah déjà, ça coûte, oui, bah, forcément, si j'investis dans des ingrédients bio, certifiés, si je fais plein de tests sur ce que je mets dans mes produits, etc., ça va coûter plus cher. Mais parfois, en étant plus dans l'éco-conception, on peut aussi gagner de l'argent. Donc, c'est jamais linéaire. Après, moi, ma grosse question que je renvoie, c'est mais combien ça coûterait si on faisait rien? Enfin, c'est surtout ça. Enfin, je vais prendre un exemple d'entreprise. Je vous parlais de l'évolution de la marque Mustela. Vous savez, je ne vais pas les citer, les applications qui viennent scanner les produits, etc. Nous, finalement, on parlait de gens qui n'étaient pas au courant de la démarche, de l'évolution, de la charte de naturalité derrière nos produits. Ils étaient plutôt surpris de voir que finalement, c'était plutôt des produits plutôt bien notés, finalement. Et tout ce travail entrepris des années, comment dire, il répond, ça se fait pas en une journée, donc ça répond à des besoins aussi présents. Donc forcément, ça a un impact positif économique. Ce qui nous rassure, parce que c'est ce qu'on cherche à démontrer avec Juste après on fait quoi, c'est qu'on peut avoir une démarche environnementale et sociétale tout en alliant de la performance économique associée. Donc on est ravis de vous entendre dire ça. Oui, oui, bien sûr. Après, de dire qu'il n'y a pas besoin d'investir, que des fois c'est pas toujours rentable, que voilà, de dire que dans les nouveaux usages, faut qu'on trouve, comme c'est pas industrialisé complètement, c'est pas hyper rentable, etc. Donc il y a tout ça, c'est quand même de l'investissement. Il faut pas se leurrer non plus. Et alors sur le côté culture d'entreprise, est-ce que ça a fait bouger la culture d'entreprise? J'espère. Je l'espère. Quand on est audité sur B Corp ou plutôt label engagé RSE ou d'autres audits, souvent on nous renvoie à cette culture qui est imprégnée un peu à tous les niveaux. J'ai eu aussi témoignages de gens qui disaient bah, avant de rentrer chez Expansions, maintenant je fais même attention à ce que je jette, etc. Donc je me dis que bah, tant mieux si ça imprègne un petit peu la culture. C'est un peu, enfin, on y œuvre pour le moins. On y travaille. On a une dernière question d'Anne-Laure.
Anne-Laure qui demande combien de temps, voire années, pour avoir un retour sur investissement, un ROI, si une marque s'engage dans une démarche RSE. Eh bien, si je vous répondais du tac au tac, je pense que là, j'aurais… Non, enfin, c'est très dur. C'est très, très dur de le dire. À nouveau, c'est plutôt à l'inverse. Si on n'avait rien fait, qu'est-ce qui se passerait? Et moi, je me projette sur demain. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas est-ce qu'il faut le faire ou pas, parce que c'est un peu, j'ai pas, je prends un parallèle pas tellement joli, mais de dire, c'est, ah mince, on n'avait pas acheté de masque. Ah bah oui, mais ça nous coûte 10 fois plus cher que si on en avait acheté. Enfin, à un moment donné, c'est est-ce qu'on veut voir ce qui arrive? Après, est-ce qu'on peut financièrement le supporter, ce changement? Ça, c'est une autre question. Et oui, ça a un coût. Mais est-ce qu'on veut se préparer ou on veut pas se préparer? Parce qu'on n'a pas trop le choix. De mon point de vue, on n'a pas le choix. Parce que les matières premières vont être de plus en plus chères, de plus en plus rares. Il va falloir préserver la biodiversité. Les réglementations, on en parlait tout à l'heure, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ça qui nous fait avancer, mais elles vont, je pense, amener du changement aussi. Donc, est-ce qu'on veut subir tout ça rapidement ou est-ce qu'on veut l'installer et l'installer quoi, avant qu'ils nous prennent par la gorge? Voilà, citer Churchill. Voilà. Donc c'est dur de dire ROI en général, c'est très dur, je trouve comme question. Enfin, moi, je sais pas y répondre. Voilà. Alors, l'initiative, le mouvement Juste après on fait quoi? C'est effectivement inspirer les entreprises, inspirer les personnes, du coup, à changer ces business models pour qu'elles soient réellement impactantes. Vous, si vous aviez un conseil pour toutes les auditrices présentes aujourd'hui, mais ceux qui regarderont aussi en replay, du coup, qui voudraient vraiment changer les choses dans leur entreprise, quels seraient vos conseils? Moi, je pense que j'en ai un petit peu parlé là, hein. C'était si vous vouliez changer quelque chose dans votre entreprise, déjà essayez quand même de convaincre la présidence parce que malgré tout, sans soutien, c'est un métier qui est quand même un peu épuisant, hein. Il faut être tenace, aimer le changement, etc. Donc si en plus vous n'avez pas un soutien de la hiérarchie, c'est un tout petit peu difficile, il faut l'admettre. Néanmoins, ne pas se dire ce que je disais tout à l'heure, ne pas se dire comme ça va pas marcher, je fais rien. Je pense qu'il faut être le changement qu'on veut voir et donc on le commence par soi, par sa direction, par ses initiatives. On commence petit, on trouve les pourquoi pas, la communauté des pourquoi pas et on embarque petit à petit en faisant des actions très concrètes peut-être pour démontrer que c'est faisable. Puis une fois qu'une action a fonctionné, on se dit ah bah tiens c'est intéressant et puis on démontre petit à petit et on avance. Ce serait un des conseils. Merci Karen pour ces judicieux conseils. Et la question qu'on aime bien poser à chaque fois à nos interlocuteurs, c'est du coup, est-ce que nous, du coup, on peut vous aider et aider les laboratoires Expansion en ce moment dans votre quotidien? Ah oui. Alors déjà, potentiellement, alors je ne sais pas encore la modalité, mais on aimerait ouvrir, quand je parlais de co-construction de la suite de notre programme, potentiellement on le travaille en collectif, mais potentiellement on l'ouvrira aussi sur certaines parties à l'externe, en le travaillant avec l'externe. Donc c'est venir nous aider à réfléchir à ça. Et puis vous avez certainement, que ce soit des startups ou autres, peut-être des solutions pour nous aider à progresser, pour amener du bien-être pour la planète et pour les gens. Donc oui, avec plaisir même. Super. Alors peut-être, Karen, nous dire, ou alors on mettra dans le lien de rediffusion, par quel biais on pourrait avoir ces informations. Est-ce que c'est en s'inscrivant à votre newsletter, etc., pour être tenu informé de ce genre de sujet? D'accord. Peut-être, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions. Je relais Marie-Laure qui dit bravo pour toutes ces initiatives et cette démarche de progrès pour tous, c'est très inspirant. Je vais profiter du fait que vous parliez de collaboration et du fait que vous êtes aussi dans une démarche de collaboration avec les startups pour finalement créer les nouveaux modèles de demain. Pour du coup conclure ce live, peut-être déjà dire un grand merci à Karen, à Christelle pour son animation et puis à vous toutes principalement. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de tous, mais vous toutes présentes pour participer à ce live et pour la pertinence de vos questions.
Ce sujet justement de collaboration grand groupe startup, c'est un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on va revenir, puisque là on est sur la pause estivale. On reviendra donc le 3 septembre avec Decathlon et la startup Lizzy pour parler justement de comment Decathlon s'est lancé dans la location d'affaires de trekking pour du coup passer d'un modèle où on achète à ouvrir la possibilité de louer son matériel et de donc louer l'usage du matériel plutôt que de stocker ça dans son garage les 3 quarts de l'année. Donc, on reviendra sur ce sujet-là le 3 septembre. D'ici là, j'espère que du coup, vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite un bel été et on vous dit à bientôt. Et encore, merci à Karen et à Christelle. Merci à vous toutes. Merci Karen. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.